Alors, hop. Voilà. Très bien. Eh bien, on va commencer, puis ça va faire venir les retardataires. Donc, bonjour à tous et toutes de nous avoir rejoints pour ce temps désormais habituel, ces temps à la Sèche Bonjour que nous proposons à notre réseau, qui sont des temps de rencontre autour d'une thématique qui nous semble importante à traiter avec notre réseau. Aujourd'hui, donc, c'est l'engagement des jeunes. Ça nous semble un sujet important à traiter avec vous, puisque nous, notre objet, c'est bien la participation des enfants et des jeunes, hein, la participation citoyenne. Et la plupart du temps, dans cette participation citoyenne, il y a le développement de dispositifs qui s'appellent les conseils d'enfants et de jeunes. Et dans ces dispositifs, eh bien, ça demande un engagement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste venir à un temps donné pour donner son point de vue, mais c'est bien un engagement sur le long terme, ce qui a fait que nous nous questionnons beaucoup sur les possibilités d'engagement aujourd'hui. Est-ce que s'engager quand on est jeune, c'est facile? Est-ce que c'est juste en avoir envie puisque dans notre réseau ou dans les rencontres que nous faisons, on entend beaucoup dire que parfois c'est difficile de se mobiliser quand on est jeune, que la mobilisation des jeunes est difficile. Voilà, donc on avait envie de partager avec vous cette réflexion et surtout de partager avec vous la réflexion de nos intervenants qui se présenteront ensuite, puisqu'ils ont particulièrement réfléchi à cette question-là. Question comment dire, qui est importante pour nous également, puisque dans le cadre de notre nouveau plaidoyer, que Marion va vous mettre dans le chat, eh bien, nous avons eu des discussions au sein de notre conseil d'administration, avec le comité jeune, dans des moments de réflexion, de Word Café, sur cette question-là. Et vous le verrez, il a été demandé par les jeunes plus particulièrement d'inciter sur le fait qu'il fallait s'engager à à faciliter l'engagement des jeunes, à être un soutien et voire même de réfléchir à un statut particulier, puisque vous allez l'entendre, eh bien, c'est pas toujours facile de s'engager. Il suffit pas d'avoir l'envie. Il y a plein de freins, et pas seulement des freins psychologiques, parfois des freins tout simplement matériels. Et, et donc, c'est important de l'entendre. Et ils ont beaucoup insisté là-dessus. Quand je parle de freins matériels, eh bien, c'est tout simplement que quand on est étudiant, notamment, que l'on soit élève ou étudiant, eh bien, s'absenter pendant les heures de cours, eh bien, c'est pas si évident que cela. C'est-à-dire que même si l'engagement est reconnu comme une compétence, comme un investissement, eh bien, en revanche, on laisse aux jeunes on laisse aux jeunes comment dire, la latitude de se débrouiller, en fait, j'allais dire comme ça, je trouve pas mieux que le dire comme ça, c'est-à-dire que souvent, ce sont à eux de s'absenter, de rattraper des cours, voire même de prendre le risque d'avoir une absence qui peut être gênante s'ils ont besoin de s'absenter pour des raisons médicales par la suite. Voilà. Donc, merci à vous toutes et tous. Et puis, je vais laisser la parole à Marion qui va animer ce temps et qui va vous présenter nos intervenants. Et encore merci, c'est des moments qui sont importants pour notre réseau, ces temps d'échange en visio, parce que ça nous permet justement de vous rencontrer un peu plus souvent qu'avant, puisque c'est la magie de la visio, ça permet aussi de ne pas avoir de déplacement, de pouvoir facilement faire des temps de rencontre comme celui-ci. Donc, merci beaucoup. Et Marion, je te laisse la parole. Merci Marie-Pierre. Donc, on a le plaisir d'accueillir trois personnes. Manon Pisani, qui est co-rapporteuse de l'avis du CESE sur l'engagement et la participation démocratique des jeunes, qui fait partie du groupe Agriculture.
Marie-Christine Place, qui est vice-présidente du Césaire Auvergne-Rhône-Alpes et qui a été rapporteuse de l'avis sur l'engagement des jeunes incités, accompagnés, valorisés. Je mettrai les liens dans le fil de discussion pour que vous puissiez télécharger les deux avis. Et enfin, Théo Abadi, qui est doctorant en droit et qui est engagé à l'ANACEJ, donc auprès de nous. Avant de donner la parole à Manon Pisani, je vous propose qu'on fasse rapidement un tour d'écran pour que chacun puisse se présenter et nous dire où il travaille. Alors, je vais faire en fonction de ce que je vois apparaître à l'écran de mon côté. Donc, je donne la parole à Estelle Lieli. Bonjour, je suis à la fois conseillère municipale et j'anime un conseil municipal des jeunes qui a été élu fin 2021, donc pour 2 ans. Il y avait 7 participants au début. Aujourd'hui, il y avait 4 garçons et 3 filles. Et aujourd'hui, j'ai plus que 3 filles qui sont régulières et investies. Et les garçons se sont petit à petit débinés. Donc, voilà, d'où ce sujet qui m'intéressait, bien sûr. Merci. Alors, je ne vois pas le prénom. Ah si, c'est Véronique Macabeo. Oui, bonjour. Je suis déléguée générale adjointe au Césaire Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai participé aux côtés de Marie-Christine Place à l'élaboration du rapport sur l'engagement des jeunes au printemps 2022. Merci. Alors, votre collègue, peut-être Nicole Daguerre, je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'est tout à fait ça. Bonjour à vous. Eh bien, moi, je suis désormais chargée d'études aux côtés de la commission présidée par Marie-Christine. Je n'ai pas participé aux travaux sur l'engagement des jeunes, mais ça fait désormais partie de son mission. Merci. André Morisset. Bonjour, donc je travaille au conseil départemental de Seine-Maritime et je suis chargée de mission développement de la politique jeunesse. Voilà. Merci. Maurice Motsch. Bonjour, donc Maurice Motsch, je travaille à la Fédération des MJC d'Alsace, donc Maison des Jeunes et de la Culture, et on est adhérent à l'ANACEJ en tant que fédération. Et donc on travaille avec des jeunes et des enfants. Cette question de l'engagement, bien sûr, nous préoccupe au quotidien. Merci. Jérôme Cole. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine sur le site de Bordeaux. Je suis très intéressé, bien sûr, d'autant on vient de voter la mise en place d'un conseil régional de jeunes qui va commencer ses travaux en début d'année. Et donc, on aura une centaine de jeunes de toute la région qu'on va essayer de conserver pendant toute la durée du mandat de 18 mois. Sachant que sur d'autres dispositifs, on a des difficultés effectivement pour faire durer l'engagement des jeunes. Donc, effectivement, je suis nécessairement très intéressé par ce qui va se dire. Merci. Merci. Amor Ben Kawal. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je travaille pour la ville de Châtillon, donc je suis responsable d'un espace jeunesse. Donc, on n'a pas encore commencé à mettre en place de conseil municipal de jeunes d'enfants sur Châtillon. Mais justement, ma mission, ça va être de le mettre en place. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Merci. Virginie Malayud. Oui, bonjour à tous. Je suis administratrice de l'ANACEJ à titre individuel. Sinon, je suis conseillère municipale et aussi très investie dans des associations qui tournent autour de tout ce qui est mesures jeunesse. Merci. Ludovic Léger. Oui, bonjour à tous. Donc, Ludovic Léger, je suis chargé de projet du Conseil des collégiens avec André, conseil départemental. Et donc, là, je prends le poste. Ça commence à devenir concret puisque le conseil départemental se met en place après une période d'élection. Donc, on a 120 jeunes. On a une journée d'intégration samedi et l'investiture en décembre. Et puis, les commissions démarrent en janvier. Voilà. Merci.
Marianne Virmounex. Oui, bonjour. Je suis chargée de mission au conseil départemental du Gard, donc sur le conseil départemental des jeunes qui vient de se créer avec 110 élus, dont la journée d'intégration aura lieu. Alors, nous, c'est pas ce week-end, c'est le suivant. Voilà, et je connais déjà certains d'entre vous, et notamment Ludovic Léger, qui nous a beaucoup aidé à mettre en place cette nouvelle instance pour notre département. Et alors, je vous prie de m'excuser à l'avance, j'ai une réunion à 16h, je ne pourrai être avec vous que malheureusement qu'une heure. Voilà, je le regrette. Merci. Marjorie Merdrignac. Bonjour, je suis Marjorie Merdrignac, je suis chargée de mission citoyenneté jeunesse pour la ville de Nantes et donc en partie en charge du dialogue citoyen jeune et à la recherche de la meilleure instance de consultation, mais surtout de participation et de valorisation de la parole jeune. Donc, très intéressée par la rencontre. Merci. Sébastien Deschamps-Grisel. Bonjour à toutes et tous, donc Sébastien Deschamps, je suis chargé de mission jeunesse au conseil départemental de la Drôme, donc sur le développement de la participation des jeunes à la politique jeunesse, et je pilote le conseil départemental des jeunes où on a installé le 7e mandat hier. Voilà. Merci. Rémi Beaune. Oui, Rémi Bonne, je travaille pour la ville de Villeurbanne. Je suis responsable du pôle engagement et expression jeune et j'accompagne notamment le conseil villeurbanais de la jeunesse. C'est une cinquantaine de jeunes de 12 à 21 ans. Voilà. Merci. Maxime Bien-Aimé. Maxime Bien-Aimé, chargé de mission jeunesse au conseil départemental de la Meuse. Nous aussi, on est en train de mettre en place notre instance de participation des jeunes. Ça se fera aussi le samedi 3 décembre, comme quoi on est beaucoup dans le même cas. Et voilà, ça fait suite à toute une démarche qu'on a entreprise il y a à peu près 1 an et demi autour de la consultation des jeunes. Et c'est donc un peu la matérialisation de tout ça. Merci. Madeleine Lureau. Bonjour, donc je suis animatrice sur la politique jeunesse au conseil départemental 64. J'anime le conseil départemental des jeunes donc, qui réunit des collégiens. Et la nouveauté, c'est le lancement d'un collectif ambassadeur PAC Jeunes, qui est en fait notre nouvelle politique jeunesse. Et donc, on va créer un collectif de jeunes de 16 à 25 ans, donc avec un lancement en janvier sur cette instance. Merci. Bruno Aumonier. Oui, bonjour. Alors, Bruno Aumonier, je fais partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis chargé de mission au sein du service engagement citoyen qui fait partie de la direction de la jeunesse et de la citoyenneté. Moi, je travaille sur notamment 2 dispositifs, l'un qui s'appelle Projet d'initiative jeunesse et qui permet à des jeunes d'être soutenus dans le cadre de projets qu'ils mettent en œuvre, puis un autre dispositif qui s'appelle Soutien aux structures de jeunesse qui aide les structures à mettre en œuvre ou à réaliser des actions qui visent en finalité à faciliter l'engagement des jeunes. Donc je suis bien intéressé par tous nos échanges. Merci. Très bien, merci. Thomas Furdin. Bonjour, Thomas Furdin, donc responsable du service jeunesse et sport au conseil départemental de la Meuse. Maxime a tout dit tout à l'heure. D'accord, merci. Thierry Jambu. Oui, bonjour à tous, je suis Thierry Jambu, je suis coordinateur du conseil régional des jeunes du Grand Est, 72 jeunes de 15 à 29 ans. Et je vous prie déjà de m'excuser, ma caméra me fait un peu défaut, donc je ne serai que en audio avec vous. Et je voulais aussi saluer mon collègue de Nouvelle-Aquitaine, Jérôme, avec qui on a beaucoup travaillé sur nos 2 instances. Très bien, merci. Franck Boueux. Bonjour, vous m'entendez? Alors, pas très bien, de manière un peu lointaine. Oui, c'est ça, j'ai un souci avec ma caméra, avec ma caméra qui m'éclaire au bon. Donc, je suis référent jeunesse du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Je coordonne donc le projet de l'Assemblée départementale des collégiens. Nous sommes au 2e mandat.
le premier a été un peu chaotique avec le coronavirus qui nous a un peu tombé notre premier mandat. Et là, on met en place le deuxième et on commence pratiquement la réunion. Et là, à 4 heures aussi, je dois partir parce qu'on a une réunion de coordination. D'accord, merci. Et Christophe Médou s'est présenté sur le fil de discussion puisqu'il y a un problème de micro. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je ne vois pas de manifestation. Donc, je donne la parole à Manon Pisani qui me disait, avant qu'on commence, que la remise officielle de l'avis à Olivier Véran s'était faite hier, hein, si je ne me trompe pas. Donc, Manon, je vous passe la parole. Super, merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter brièvement et après je vous ferai état de nos travaux. Donc, je m'appelle Manon Pisani, je suis agricultrice dans le sud-ouest. Je partage mon exploitation entre le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées Atlantiques. Je suis engagée depuis... alors, j'ai 28 ans et je suis engagée chez Jeunes Agriculteurs depuis une grosse dizaine d'années et j'ai des responsabilités syndicales au niveau national depuis 5 ans. C'est à ce titre-là d'ailleurs que je suis membre du Conseil économique, social et environnemental. Et au mois de septembre dernier, donc c'était sous l'ancien gouvernement Castex, le CESE a été saisi par celui-ci qui s'interrogeait fortement au vu du taux d'abstention aux élections régionales et départementales de 2021. Donc, nous avons été saisis sur cette question de l'engagement et de la participation démocratique des jeunes et surtout sur quel remède on pouvait y apporter. Donc, pour ce faire, le CESE a fait le choix de laisser ce travail d'expertise et de proposition, non pas à une commission permanente, mais à une commission temporaire. Donc, nous avons été, peut-être une trentaine de conseillers à être désignés par nos groupes respectifs pour participer à cette commission temporaire qu'on avait appelée engagement et participation des jeunes. Et mon co-rapporteur et moi-même, mon co-rapporteur étant lui du groupe des associations de jeunesse et des mouvements étudiants, nous avons fait le choix d'intégrer, parce que la réforme constitutionnelle et la réforme du CESE nous le permettaient, d'intégrer directement des citoyens tirés au sort dans nos travaux de la commission. Et en fait, c'est vraiment ce qui fait un petit peu l'exception de cette commission temporaire, c'est que sur le même pied d'égalité et sur tous les débats, sur l'entièreté des débats de la construction de la lettre de mission jusqu'à la remise, jusqu'au vote final, des citoyens ont été associés aux conseillers du CESE pour réfléchir et pour répondre à ces questions-là. Donc, on n'avait pas voulu de convention citoyenne. On aurait pu, mais ce n'était pas vraiment notre choix. L'idée étant d'être innovant et ma foi, profiter de cette opportunité qu'on avait. Donc, nous avons intégré 12 citoyens tirés au sort. On avait fait le choix, donc en plus de respecter des critères qui nous semblaient essentiels, parité, répartition géographique sur le territoire et un petit peu de différence de catégories socio-professionnelles. Notre seule exigence, c'était sur l'âge de nos participants tirés au sort. Et ce qu'on avait voulu, c'était d'avoir une majorité sur ces 12, qui est
pas vraiment représentatif, mais une majorité de moins de trentenaires. Voilà ce que je peux vous dire sur la commission temporaire. On a travaillé 5 mois ensemble, tout à un rythme de au moins une réunion par semaine pour l'élaboration de notre avis. Après, le format était très classique pour un avis du CESE, des auditions, des débats et des préconisations formulées avant le vote en commission plénière. Ce qui ressort de nos constats, c'est que les jeunes, on ne peut pas dire qu'ils sont désengagés, bien au contraire. Avec les retraités, ce sont la catégorie de population qui s'engage le plus, sauf que il y a autant de jeunesse que de formes d'engagement. Et ces formes différentes d'engagement, elles sont plus ou moins reconnues par dans la vie de la cité. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la partie, donc c'est très participation démocratique, le vote n'est plus la seule forme d'engagement, en tout cas que formulent les jeunes. Ils sont, je vous l'ai dit, très engagés, mais leur expression politique, démocratique, elle va se faire. Elle ne se traduit pas forcément par un vote. Ils vont préférer, si je peux le dire comme ça, d'autres formes d'engagement, et ce sera plus sur des formats qu'on voit en tout cas, mais qu'on assimile, nous, pas forcément à un engagement fort. Et ces nouveaux signes d'engagement, ça va être des manifestations, le fait de signer des pétitions, ou alors tout simplement d'être très engagé au sein d'une association qui promeut une cause qui nous semble noble, quoi. Donc, ces nouvelles formes d'engagement qui sont moins traditionnelles, moins conventionnelles, elles s'imposent par rapport au vote et à l'adhésion au syndicat, mais aussi aux partis politiques. Ça, c'est un des constats qu'on fait, mais ces nouvelles formes d'engagement, je pense que c'est à nous tous de mieux les appréhender et de mieux les valoriser. Enfin, il faut les reconnaître, parce qu'il ne faut pas oublier que l'engagement ultime, qui est visiblement le vote, ne sera plus d'actualité, quoi. Et ce vote, il est moins plébiscité cet acte de vote, il est visiblement moins plébiscité par les jeunes, tout simplement parce que les jeunes, ils n'ont tout simplement pas confiance envers les politiques, la politique traditionnelle. Nous, ce qui est ressorti, ça vient pas de nous, mais ce que les sociologues ont remarqué, c'est que pour les jeunes, les politiques, c'est tous les mêmes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont visiblement, de leur dire, tous pourris et tous impuissants, parce qu'en fait, tout simplement, on n'est pas sur le même pas de temps, et l'action individuelle et personnelle, elle apparaît beaucoup plus efficace, et en tout cas, elle a plus de sens que le fait de déléguer son pouvoir de citoyen, si on peut le dire comme ça, et politique, une fois tous les 5-6 ans lors d'une élection, à quelqu'un qui ne nous correspond pas, mais en tout cas qui ne nous écoute pas forcément, ou pour qui les paroles restent uniquement des belles paroles et ne se traduisent
pas un acte concret. On s'est aussi posé la question de savoir si cette abstention, ce non-vote, cette de faible participation démocratique des jeunes, si c'était une question d'âge ou tout simplement ou une question de génération. Et en fait, on se rend compte que c'est un effet de génération. Le jeune qui ne va pas voter aujourd'hui, il n'ira pas voter plus tard. Ça, c'est prouvé. Et de ce fait, ça accroît à chaque fois la crise démocratique encore plus, d'autant plus que les jeunes générations, enfin les futurs votants de demain sont issus de parents ou en tout cas d'un cadre familial qui est de moins en moins, pas qu'il est de moins en moins orienté, mais qui se dirige de moins en moins vers le vote. Et de ce fait, le fossé, il va se creuser de plus en plus. Et l'idée, c'était de pouvoir remédier à tout ça pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation où demain, alors je dis demain, mais il faut voir un petit peu quand même un petit peu plus loin, plus personne n'ira voter et où les seuls qui iront voter ne représenteront en fait que très peu et il en va de même du coup pour les gens qui seront élus. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti de nos constats. Hein. Qui de mieux que les jeunes pour parler avec les jeunes et pour parler des jeunes. Ça, enfin, sans vouloir être caricatural, mais l'image qu'on peut se faire de l'homme politique aujourd'hui, hein, qui est souvent un homme d'un certain âge, issu de catégories socio-professionnelles plus, j'ai envie de dire, en fait, il ressemble pas à qui on n'a pas envie de... Enfin, il incarne pas en tout cas toutes les aspirations de la jeunesse et de toutes les jeunesses. C'était ça un des soucis, d'autant plus que aujourd'hui, on ne cherche pas tellement à convaincre les jeunes, mais surtout à convaincre leurs parents, leurs grands-parents, qui, eux, sont des générations, enfin des classes d'âge qui se dirigent encore vers le vote. Et là, c'est l'histoire du cercle vicieux où on écarte de plus en plus les jeunes et plus on est écarté, moins on a envie de s'y intéresser. C'est bon en politique, mais ça vaut pour quand même un peu ça, pour tout. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que l'électeur, on ne le changera pas, mais il faut mieux l'intégrer, mieux le comprendre, et pour ça, il va falloir passer par changer un petit peu le système. Notre système politique actuel, visiblement, il séduit pas, enfin, il séduit pas, il séduit plus, il séduit moins. Ça se traduit par des taux d'abstention qui sont énormes, alors chez les jeunes, mais pas que. Et pour cela, nous avons fait 21 préconisations qui doivent faire système entre elles. Ce que je veux dire par là, c'est que une de nos préconisations prises sans l'ajouter, sans l'imbriquer avec une autre, ça n'aurait aucun effet. Et le risque, alors on fait des préconisations qui sont fortes dans cet avis, qui ont suscité du débat en commission, mais il faut les prendre toutes ensemble, ça serait le mieux, en tout cas c'est ce qu'on aimerait, parce que une toute seule, elle
elle ne fonctionnerait pas. Nos préconisations, donc je vous ai dit, elles sont au nombre de 21 et elles se divisent en gros en 4. Le premier lot de préconisations, il va porter sur l'apprentissage de la démocratie. Faire de l'EMC, l'éducation morale et civique, une véritable... alors, bien que ce soit une véritable matière, mais en tout cas, en faire un véritable parcours pendant la scolarité. Et plus que ce soit le parent pauvre, souvent de l'histoire-géographie, de sorte à ce que l'ensemble des élèves et des étudiants puissent avoir le même niveau de formation sur l'ensemble du territoire, et ce, sans que ce soit dépendant de la bonne volonté d'un professeur. Tout comme la démocratie, en tout cas ce qu'on pense, hein, pour mieux l'appréhender, en fait, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alors, une fois que j'ai vu ma théorie en EMC, ce qui est bien, c'est de faire des visites institutionnelles. Et l'institution la plus proche qu'on a des écoles, ça reste quand même une mairie de commune, d'arrondissement, de secteur, mais ça reste une mairie. Et commencer déjà par comprendre ce fonctionnement, c'est un pas vers la suite, surtout qu'en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes, ils sont capables de pratiquer la démocratie dès le plus jeune âge. Alors certes, au début, on va leur faire pratiquer la démocratie sur des sujets adaptés à leur âge, hein, et sur peut-être des questions de fonctionnement de l'école ou des choses comme ça, puisque dans un autre rapport du CESE, nous préconisions de faire pratiquer les votes, les élections pour les enfants de très jeune âge à partir de 4 ans, parce qu'en fait, tout simplement, scientifiquement, il a été prouvé que les enfants sont en capacité, très jeunes, de comprendre et de voir ces fonctionnements-là. Et parce que j'ai eu un bon apprentissage de la démocratie, parce que je comprends le fonctionnement de mes institutions, ce que nous proposons, c'est l'ouverture du droit de vote à 16 ans. Alors, pris comme ça peut faire... on peut se dire, cette préconisation, elle est là pour faire de l'effet d'annonce, elle fait le buzz. Absolument pas. Elle a beaucoup fait débat au sein de notre commission temporaire, mais ouvrir le droit de vote à 16 ans dans un cadre favorable à des jeunes qui sont formés, qui savent exactement pourquoi est-ce qu'ils vont voter et quels sont les enjeux alors du vote, mais aussi des institutions pour lesquelles ils vont voter. Ben, ma foi, on se dit, parce qu'on s'était dit, c'est que notre jeune, il peut être responsable pénalement à partir de 13 ans. Il peut, à partir de 16 ans, être président d'une association. Il peut travailler pour les apprentis. Et par contre, il n'a pas le droit d'aller voter. Et ça peut... C'est, je pense, un manque, pour certains, en tout cas, c'est vécu comme un manque de reconnaissance. Et ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Si je me sens pas légitime, si je me sens pas reconnue, ben, je n'ai absolument aucun intérêt à donner de mon temps pour tout ça. Deuxième grand axe de nos préconisations, et je pense que c'est ce qui va, ça vous intéresse aussi, c'est comment est-ce que j'intègre des jeunes à la construction des politiques publiques. Alors, ça peut prendre différentes formes, des dialogues
structuré, une mesure, en mesure la clause d'impact jeunesse des politiques qui sont proposées, mais aussi on inclut des jeunes dans le développement de projets locaux, territoriaux. Et ça, je pense que vous en êtes la meilleure des illustrations. C'est, excusez-moi, les conseils municipaux, départementaux, régionaux de jeunes, qui sont des jeunes qui discutent entre jeunes de problèmes de jeunes, mais pas que. La jeunesse, elle est, parce que je la représente de mon côté, elle est porteuse de solutions, pas que pour elle, mais aussi pour tout le monde. Pas oublier que on reste... ce sont les jeunes qui restent l'avenir, et si on n'a pas confiance en eux dès le départ, ça me paraît assez compliqué de former quelque chose de solide pour après. Troisième axe de nos préconisations, qui est plus orienté sur le cadre social de la participation. Là, c'est pareil. On a été confrontés dans nos constats à comment est-ce que mon jeune il s'intègre dans une société. En fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que globalement, la société, alors non pas qu'elle, c'est peut-être fort de dire ça, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on se l'était dit entre nous. Notre société, elle maltraite un petit peu les jeunes. Une fois sortis de l'école, et bien en fait, il se passe plus grand-chose. Et c'est pas facile de se dire, alors, à 18, 20 ans, 25 ans, enfin non, 24 du coup, je suis sortie d'école, le marché du travail, il n'est pas toujours facile. Je trouve pas... Enfin, tous les jeunes n'ont pas la chance d'avoir des parents derrière eux, quoi. En fait, c'était surtout ça le truc. Et de ce fait, quand on est en fin d'études, qu'on n'a pas encore de travail et qu'on n'a pas forcément des parents pour nous aider, ben, en fait, on n'a rien. Et quand on n'a rien, c'est gênant parce que ça ne donne pas envie de s'investir. Et de ce fait, c'est pour ça que nous proposions, là aussi, ça a beaucoup fait débat quand même au sein de notre commission, l'ouverture des minima sociaux aux jeunes dès l'âge de 18 ans, parce que entre mes 18 et mes 25 ans, il se passe quand même du temps. Et ce temps, c'est pour beaucoup de jeunes une impasse. Et la possibilité de l'ouverture des droits sociaux, c'était une prise en considération de cette jeunesse qui a peut-être par moment besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir se laisser le temps de rebondir et la possibilité de rebondir. Donc, l'idée, c'était que si la puissance publique, si on peut l'appeler comme ça, elle s'intéresse à moi, donc qui suis jeune et peut-être parfois qui peut me sentir délaissée, moi, j'aurais envie de m'intéresser un peu plus à elle. Et qui dit s'intéresser à la puissance publique politique, ça veut dire, ça se traduit par un engagement divers. On a vu tout à l'heure les différentes sortes, mais ça se traduit souvent par un engagement. Et enfin, notre dernier axe de préconisation, lui, il était beaucoup plus organisationnel, j'ai envie de dire, sur le vote et les élections. Faciliter je passe assez rapidement, les procurations, l'inscription sur les listes, lutter contre la mal-inscription, revoir un petit peu les bureaux de vote. Autre chose qui a fait débat, matérialiser et comptabiliser le vote blanc, mais aussi je pense que ça va être l'avenir. Le vote électronique, le vote par correspondance,
tout ça, mais ça restait très organisationnel et je pense que c'est pas le thème de l'après-midi. Et parce que on a profité que notre commission temporaire elle soit atypique, on a voulu la rendre atypique jusqu'au bout et de ce fait, dans notre avis, vous le verrez, vous le savez peut-être déjà, il y a un 3e chapitre qui s'appelle « Et pour aller plus loin ». Et en fait, dans ce troisième chapitre, on a mis en attente des sujets qui nous semblaient essentiels, mais pour lesquels on était pressé par le temps, mais surtout sur lesquels on estimait qu'il nous fallait beaucoup plus de contenu. Donc, on a laissé quelques sujets en attente. Ça s'appelle « Et pour aller plus loin ». Et on attend, je pense que ce sera des prochains, c'est des sujets qui méritent réflexion sur les modes de vote, mais aussi ressembler pour mieux représenter. Ça me paraît important parce que un jeune, mais ça marche, ce qui est bon pour les jeunes est bon pour tout le monde. Si je ne me retrouve pas dans la personne qui me représente, c'est compliqué. Si l'offre ne me correspond pas, ça ne me donne pas forcément envie de m'y intéresser et d'aller voter, sans forcément parler d'affinité politique, mais ne serait-ce que déjà la figure politique que j'ai en face de moi, si elle ne me ressemble pas, comment est-ce qu'elle peut me comprendre, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est laissé le temps, parce que je pense que ça mérite beaucoup plus de débats à, je pense, une autre échelle que notre commission temporaire avec nos seuls 12 citoyens tirés au sort. Voilà, on a laissé ces questions-là en attente, mais l'idée, c'était que cet avis, il puisse aller beaucoup plus loin et on espère qu'un maximum de nos préconisations seront prises rapidement en compte par les pouvoirs publics, puisque les prochaines élections sont dans 1 an et demi, et que nous, ce qui nous ferait râler, c'est qu'on parle d'engagement, de participation des jeunes que 1 mois avant les prochaines élections européennes, et qu'on râle par la suite pendant 3 semaines parce que les jeunes ne se sont pas rendus aux urnes, alors que nous, on a, je pense, plusieurs solutions pour les remotiver et leur redonner envie. Voilà ce que je peux vous dire et je répondrai à vos questions par la suite avec grand plaisir. Merci Manon. Est-ce que justement à ce stade, il y a des questions? Alors, je ne vois pas forcément de manifestation. Non, pas de questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer la parole à Marie-Christine Place pour le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer par me présenter brièvement, présenter peut-être aussi en quelques mots le Césaire. Ensuite, présenter donc notre contribution qui a été donc présentée, on ne la voit pas bien du coup, sur l'engagement des jeunes incités, accompagnés, valorisés.
et puis peut-être un retour sur justement ces travaux par la suite. Donc, Marie-Christine Place, donc, je suis présidente de la commission 7, la commission sport, culture, jeunesse, éducation populaire et intergénérationnelle, donc au Césaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je représente le comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes, dont je suis investie depuis 2009. J'ai commencé par la présidence de la commission jeune, donc engagement jeune avec d'autres jeunes, et l'idée justement c'était de faire des projets portés par les jeunes pour les jeunes, donc on se rapproche de ce qu'on a évoqué à l'instant. Et puis je suis maintenant dans cette instance-là vice-présidente de la partie politique publique et haut niveau. Quelques mots pour présenter donc, le Conseil économique, social et environnemental. Donc, c'est la deuxième instance qui est à côté donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'instance donc, qui représente la société civile organisée, donc son rôle est consultatif. Sa mission principale, c'est d'informer et d'éclairer l'exécutif du Conseil régional, donc, sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales. Mais au fond, le Césaire, que fait-il concrètement? Donc, il émet à la fois des avis sur des saisines ou des contributions, qui sont des autosaisines, des sujets sur lesquels on porte donc, notre réflexion. Donc, toutes ces contributions sont issues d'un travail collectif dans de nombreux domaines tels que l'emploi, la formation, la recherche, la transition énergétique, la jeunesse, thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc tous ces travaux, ils puisent donc leur force dans les valeurs de la diversité, de l'écoute, de l'échange et du respect de l'autre. Donc voilà, en quelques mots, donc le Césaire, c'est une instance qui est au cœur des territoires, qui est en lien donc avec ceux qui les font vivre, puisque c'est eux-mêmes qui les constituent. Et donc, c'est une institution qui est ancrée dans le réel, qui est au contact direct du coup, de ses partenaires et qui est donc proche des problématiques quotidiennes de ses concitoyens. Je vais peut-être juste vous mettre aussi le lien vers la plaquette pour que, si jamais vous voulez avoir une petite description rapide du Césaire. Donc, il est structuré en différentes commissions thématiques. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, je suis présidente de la commission 7. Et compte tenu donc, des compétences régionales détenues en la matière, donc, que ce soit sur les questions d'orientation, de formation, d'insertion professionnelle, ces questions-là ont fait l'objet de plusieurs avis et contributions qui sont en rapport notamment avec les grands plans et schémas régionaux. Donc, notre commission a souhaité s'intéresser aux jeunes et plus particulièrement donc, à l'engagement des jeunes. Et donc, on s'est posé les questions suivantes par rapport à notre dernière contribution. Qui sont les jeunes de 2022 ? Quelle est leur proximité avec les valeurs qui sont liées à l'engagement citoyen? Comment ils s'engagent? Sur quel mode? Quels sont les freins? Les difficultés, comment les aider efficacement, les soutenir, quel rôle les différents acteurs, et notamment la région, peuvent-ils jouer à cet égard. Donc, pour établir cette contribution, la Commission a étudié différents projets qui ont été conçus ou mis en œuvre directement par les jeunes, en veillant à ce que ces différents projets reflètent une réelle diversité, que ce soit des projets qui s'inscrivent ou non dans un cadre formel et qui intéressent des territoires ruraux comme des territoires urbains et qui bénéficient aussi ou non d'un soutien institutionnel. Donc, par ailleurs, on a eu des auditions d'acteurs publics, de chercheurs, de sociologues, spécialistes des questions qui intéressent la jeunesse. Et ça a été complété, bien sûr, par une recherche documentaire très riche. Peut-être quelques noms qui ont du coup contribué à cette contribution. On a eu d'ailleurs l'audition de Théo Abadi et puis de Marie-Pierre Fernette pour les représentants de la NACEJ. Mais on a eu également Laurent Lardeux, donc sociologue, qui était chargé de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire à l'INJEP. On a eu Thibault Lanor aussi, qui était président d'une junior association,
On a eu des représentants de la FAGE, de la NACEJ, donc on a essayé d'avoir un panel assez diversifié des représentants de jeunesse. Donc notre contribution s'articule autour de 4 grands chapitres, comme je l'ai dit à l'instant. Qui sont les jeunes en 2022? Comment et dans quoi ils s'engagent? Comment les aider et les encourager donc, dans cet engagement, hein, c'est la question qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est comment voilà, favoriser cet engagement et puis donc une partie préconisation. Donc sur la jeunesse en 2022, c'est donc une jeunesse aux composantes multiples. On a essayé aussi de détailler les principales caractéristiques socio-économiques. On a aussi également mis la définition telles qu'elles sont présentées par l'ONU ou l'INSEE. On a essayé de déterminer aussi la place de la jeunesse dans notre société, avec un regard parfois ambivalent sur la jeunesse, une dépendance qui était, on l'a constaté, prolongée par rapport à la famille, avec une émancipation et une citoyenneté prégnante. On s'est intéressé dans cette première partie aussi à l'impact de la crise sanitaire sur les jeunes, puisqu'effectivement, on était dans une période où on sortait un peu de la crise en tant que telle, et donc on s'est intéressé à ses conséquences. Donc on a constaté l'aggravation des difficultés qui a suscité voilà, des élans de solidarité et des espoirs, et puis notamment beaucoup d'envie. Donc vous avez le lien, Marion tout à l'heure a mis le lien dans le fil de discussion. Dans une deuxième partie, donc, on a essayé d'identifier comment et dans quel domaine ils s'engageaient. On a vu des initiatives qui étaient exclusivement aux mains des jeunes, et puis on a essayé d'identifier les nouveaux ressorts de l'engagement des jeunes, avec une défiance, hein, maintenant on a parlé tout à l'heure vis-à-vis des institutions et du politique, avec vraiment une exigence de pragmatisme et d'efficacité, plutôt sur des temps courts, avec un rôle fédérateur des réseaux sociaux. La troisième partie, c'était plutôt sur comment les aider et les encourager. Un engagement à conforter avec une information et une sensibilisation qui étaient inégalement dispensées selon les territoires, une valorisation et une reconnaissance de l'engagement qui était parfois insuffisante, et il y a un besoin d'accompagnement. On a vu que dans nos différentes auditions, ce besoin d'accompagnement se faisait vraiment ressentir, l'idée d'être aidé, de pouvoir accéder à des ressources, et puis un besoin aussi de coordination, que ce soit par les acteurs publics ou les opérateurs associatifs. Plusieurs pistes de soutien ont été esquissées par la Commission, qui se rassemblent donc autour de 3 axes. Le premier axe, c'était donc d'informer et d'inviter à s'engager. L'idée, c'était de rendre l'engagement plus présent dans le quotidien des jeunes, de diffuser des témoignages inspirants et de renforcer l'information sur les acteurs et les espaces qui y sont dédiés, donc de développer des outils d'éducation à la citoyenneté. Dans un deuxième temps, c'est d'accompagner les porteurs de projets et leurs initiatives. On retrouve vraiment cette notion d'accompagnement. C'était important de mettre à la disposition des jeunes là où ils se trouvent, donc des lieux pour se rencontrer et développer leurs projets. Effectivement, dans les différentes auditions qu'on a eues, le besoin d'avoir un espace qui leur était dédié, c'était important pour qu'ils puissent justement échanger entre eux. Donc, parallèlement, les acteurs de la jeunesse doivent disposer de moyens nécessaires pour pouvoir les accompagner et conduire des actions et des temps forts. Et aussi, on s'est dit que l'accueil des personnes en situation de handicap devait faire aussi l'objet d'une attention particulière, parce que parfois, on se focalise sur les jeunes, mais on oublie aussi parfois de prendre en compte tout type de jeunes et sur tous les territoires. Je reviens aussi sur cette notion de lieu, puisqu'on faisait aussi le constat que souvent c'était
des besoins d'espace, en fait, on sacrifiait souvent les lieux, enfin les foyers dans les lycées, ou tous les lieux qui étaient au final dédiés aux jeunes pour justement peut-être monter des projets. C'était souvent ceux-là qui étaient en premier, en fait, on va dire, utilisés à d'autres fins. Valoriser l'engagement. Donc, notre troisième axe visait à promouvoir et faire connaître les dispositifs de valorisation de l'engagement qui sont parfois mal connus, et puis d'encourager la recherche en sciences sociales sur la thématique de l'engagement. On disait que ça pouvait être une nouvelle piste aussi à approfondir. Et surtout, c'était de faire confiance aux jeunes. Hein. C'est vrai qu'on souhaite qu'ils s'engagent, mais il faut aussi les inciter, les accompagner et les reconnaître, leur faire confiance dans leurs idées. Ils ont des idées, les jeunes, et il faut essayer de les aider dans l'accomplissement de leurs idées et de leurs projets. C'est vrai que l'engagement des jeunes en 2022, hein, on l'a évoqué, et tout le monde maintenant, je pense, en a conscience, ne ressemble pas à celui des générations qui l'ont précédé. Donc, il est plus individualisé, plus protestataire, peut-être moins encadré par des structures extérieures, et il s'appuie volontiers sur des formes d'expression nouvelles qui peuvent sembler déroutantes au départ, et puis qui s'écartent des représentations plus traditionnelles. Donc, il nous incombe de les écouter, de les considérer dans leurs aspirations, de les accompagner tant sur la conduite de leurs projets que sur la construction personnelle et citoyenne. Peut-être quelques mots aussi sur la suite de cette contribution. Donc, on a présenté donc, notre contribution à la vice-présidente en charge de la jeunesse, Madame Marie-Pierre Montoro-Sadou, qui a donc eu un écho favorable à nos travaux et qui s'est donc inspirée de cette contribution. On a également organisé récemment un colloque jeunesse qui avait pour thématique la précarité, l'émancipation et l'engagement des jeunes pour une politique régionale de la jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était un colloque qui permettait de faire le point sur la condition des jeunes en 2022 dans notre région et sur les leviers qui permettent de les accompagner vers l'autonomie et la réalisation de leurs projets. Donc, ce colloque qui est d'ailleurs disponible en replay, je vais vous mettre aussi le lien si vous souhaitez le visionner. Colloque avec 2 tables rondes et notamment aussi sur l'engagement des jeunes. Peut-être juste un rôle sur le rôle de la région, puisqu'on est sur un niveau régional. Quel rôle de la région pourrait-elle jouer en tant que chef de file, puisqu'effectivement, depuis 2017, depuis la loi égalité et citoyenneté, la région est chef de file en termes de politique jeunesse. Mais le conseil régional, c'est un acteur qui est relativement récent dans les politiques de jeunesse, mais qui tend à se renforcer et qui a connu des recompositions très importantes. On a eu la fusion des régions, le changement des majorités politiques, l'évolution des jeux d'acteurs donc au cours des dernières années, et puis les compétences sectorielles des conseils régionaux constituent un levier d'intervention très important, que ce soit en matière éducative, d'orientation, de mobilité, les transports, ce sont toutes des compétences régionales. Et donc, pour soutenir les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie et leur donner dans la pluralité de leur situation donc une place à la hauteur de ce qu'ils méritent, il faudrait une coopération, une reconnaissance de leur place à chaque niveau d'intervention au niveau territorial. Donc, après, j'ai présenté donc, les travaux et leurs préconisations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des réactions ou... Oui. Oui. J'ai une question qui va également, je pense, intéresser mon collègue Thierry Jambus du Grand Est, puisqu'on est aussi, on travaille aussi en région.
Vous avez fait le choix apparemment en Auvergne, enfin vous avez fait le choix, la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de ne pas créer de conseil de jeunes, a priori, si je ne me trompe pas, qui est un outil qui est utilisé justement pour, je ne dis pas que c'est l'outil parfait et qu'il n'y en a pas d'autre, mais qui est en tout cas un outil symbolique pour valoriser l'engagement des jeunes. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce choix? Alors, je ne représente pas hein, la région, bien sûr. Hein, le Césaire, donc justement l'instance on va dire, qui influence, on va dire, qui tout à fait, oui. donne voilà, des idées. Mais c'était d'ailleurs une de nos préconisations de créer justement peut-être ce conseil des jeunes pour justement donner la parole aux jeunes et de pouvoir mener des projets. Donc, il me semble que c'était en réflexion, mais effectivement, à ce jour, il n'est pas encore créé, en tout cas. Donc après, je ne pourrais pas aller plus loin sur... Mais en tout cas, quand on avait présenté donc, nos travaux, la création de ce conseil des jeunes avait intéressé la vice-présidente. D'autres questions? Remarques, réactions? Mais je n'en vois pas. Donc, Théo, je vais te passer la parole. Toi, je ne sais pas si tu as déjà des réactions ou des remarques à faire par rapport à ce qui a été dit. Et puis sinon, peut-être faire part aussi, toi, de ta contribution, de ton audition par le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes. Je te passe la parole. Merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse pour ma tenue polaire. J'ai un problème de chauffage dans mon bureau. Il fait extrêmement froid, donc je suis tout emmitouflé. Donc moi, je me contenterai de présenter un peu, faire un peu un retour sur mon expérience qui permettra de réagir plus ou moins sur ce qui a été dit auparavant. Donc pour me présenter rapidement, donc moi j'ai été conseiller municipal enfant à l'âge de 11 ans. Puis j'ai été membre du comité jeune de la NACEJ. J'ai fait tout un tas de choses merveilleuses avec la NACEJ. Et après, j'ai été membre du conseil d'orientation des politiques jeunesse. Donc, qui est un conseil qui rédige des avis sur saisine du gouvernement ou via l'autosaisine sur tout un tas de sujets. Et j'ai notamment eu la chance d'animer une intercommission sur la valorisation de l'engagement des jeunes. Intercommission qui avait pour but de rédiger un document de travail pour la présidence française de l'Union européenne. C'était censé être une grande thématique présentée. Il s'est avéré qu'un mois avant l'échéance, on nous a dit que finalement, ce n'était plus nécessaire. Bon, notre travail ayant déjà été réalisé, on l'a quand même publié. Donc voilà, ce rapport présente tout un tas de freins, je reviendrai sur quelques-uns d'entre eux, et présente également quelques préconisations, quelques innovations pour la valorisation de la jeunesse, et notamment l'idée utopique de créer un référentiel de valorisation et de mise en avant des compétences développées par l'engagement qui serait commun à l'Union européenne, à tous les États et à tous les acteurs privés, publics, associatifs, avec j'ai envie de dire, un diplôme de l'engagement, si on caricature, qui serait unique, qui éviterait l'éparpillement de tous les dispositifs, de tous les mécanismes de reconnaissance qui existent, même si chacun ont toutes leurs nuances et toutes leurs utilités. Voilà, c'était vraiment pousser au maximum nos réflexions là-dessus. On sait très bien que ce n'est à l'heure actuelle pas possible, mais l'idée était qu'on a bien réussi à créer des diplômes universitaires communs, alors pourquoi pas une reconnaissance de l'engagement qui serait commune également. Voilà, c'était un peu l'idée centrale de notre présentation, avec un élément assez fort dans notre travail, ça a été le fait de réaliser énormément d'auditions de jeunes.
On a eu quasiment un tiers, si ce n'est pas presque la moitié de jeunes auditionnés parmi les experts auditionnés, parce que le coach fonctionne par audition. Donc, on a eu des experts dans tout type de domaine pour nous parler de l'engagement des jeunes. Mais après tout, les premiers experts, ça reste quand même les jeunes. Donc, ils étaient les mieux placés pour en parler et on était plutôt contents, sachant qu'à cela, on y a ajouté une consultation en ligne qui a été réalisée auprès d'une quelques petites centaines de jeunes, je ne sais plus exactement. Donc, à travers mes quelques années d'engagement, il m'est apparu quelques situations qui reviennent un peu régulièrement et qui peuvent être un frein à l'engagement, alors que ce soit un frein qui empêche l'engagement ou un frein qui entraîne un découragement des jeunes qui s'engagent. Je vais vous en présenter quelques-uns et ça fera certainement écho à ce qu'ont dit les deux intervenantes précédentes. Comme Marie-Pierre l'a dit au tout début de cette table ronde, l'engagement, il faut pouvoir s'engager. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut avoir aussi accès à cet engagement, il faut avoir l'opportunité qui, en fonction du lieu où l'on habite, du milieu dans lequel on évolue, n'apparaît pas forcément ou alors n'est pas forcément bien identifié. Mais il faut aussi trouver le temps de le faire. Donc moi, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'être conseiller municipal enfant quand j'étais tout jeune. Et par la suite, il y avait une place à la NACEJ et on m'y a envoyé. Super. Sans ça, il est très probable que je n'aurais probablement jamais été engagé, je n'aurais jamais fait tout ce que j'ai pu faire, tout simplement parce que voilà, ça a été l'opportunité, j'ai pu le faire. En revanche, ça a été quand même assez compliqué à faire durer sur le long terme, puisque donc moi, j'ai fait des études de droit à Grenoble, et il s'avère que quand j'ai été nommé au COJ, j'avais des réunions toutes les semaines. Des réunions toutes les semaines sur Paris, donc des déplacements toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine sur Paris, alors que j'avais cours. S'il ne s'agissait que de louper mes cours et de les rattraper, ça, à la limite, bon, à moi d'accepter cette charge de travail supplémentaire, éventuellement. En revanche, l'Université de Grenoble, comme beaucoup d'universités, ont des cours qui sont obligatoires, et au bout de 3 absences, nous sommes défaillants, nous n'avons pas notre année. Si nous sommes boursiers, nous devons rembourser notre bourse. Tout un pataquès très compliqué. Et il s'avère que j'ai demandé du coup le statut de jeune engagé, qui est un statut qui est en place depuis 2016 et qui est censé permettre à des jeunes d'obtenir des modifications d'emploi du temps ou un aménagement ou voire même une valorisation de cet engagement. Il s'avère que l'université me l'a refusé au motif que mon engagement ne correspondait pas aux conditions mises en place, à savoir être représentant d'une association étudiante, donc un bureau des étudiants qui organise des événements sociaux et des fêtes, hein, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de fêtes, ou bien un sportif de haut niveau, ou bien un jeune entrepreneur, ou bien un sapeur-pompier, ou faire partie de la réserve. En l'occurrence, j'étais du coup représentant auprès d'une instance nationale et ça ne rentrait pas en compte. Et on m'a répondu que je n'avais qu'à me mettre en enseignement à distance. Donc, l'enseignement à distance est une modalité payante de l'enseignement et qui a un certain coût, puisque l'année, c'est 1 500 €. Moi, j'étais étudiant boursier, je ne payais pas. Donc, on m'a dit que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à faire ça, et que si même ça ne m'allait pas, je n'avais qu'à arrêter mes études. Donc, quand on en arrive à cette situation où des jeunes veulent s'engager et qu'on leur répond qu'ils n'ont qu'à arrêter leurs études pour le faire, ça pose quand même un peu problème. Notamment dans une société où le jeune qui a un diplôme mais n'a absolument aucune expérience va avoir beaucoup de mal à trouver un emploi parce qu'on lui reprochera son manque d'expérience. Et à l'inversement, une personne ayant de l'expérience mais pas de diplôme, on lui reprochera de ne pas avoir de diplôme. L'engagement permet de combiner les deux, puisque l'engagement véhicule de nombreuses compétences qu'il faut se rendre compte qu'on acquiert, évidemment, pouvoir mettre en avant, mais ça reste quand même assez conséquent et on ne peut pas, du coup, dire à des jeunes que non, tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à pas vous engager. Je ne parle même pas des incohérences qui peuvent exister. Hein. Il m'est arrivé de faire 3 fois dans la semaine l'aller-retour sur Paris, 3 jours de suite, parce que c'était plus amusant de me faire 6 heures de train pour 2 heures de réunion que de me faire rester 3 jours d'affilée. Bon, ça, c'est de la popote interne dans certaines organisations qui complique un peu les choses.
Mais malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Ça va avec le fait aussi que dans ce genre d'instance, beaucoup sont des personnes qui sont employés. Je siégeais avec des représentants de ministères, de Pôle emploi, d'autres associations, de fédérations, les maires de France, les départements de France, etc. Donc, ce sont des gens qui travaillent, donc les réunions doivent se faire sur les heures de bureau, si l'on peut dire, des heures de bureau qui sont aussi les heures de cours. Et oui, les jeunes, quand ils s'engagent, sont le plus souvent disponibles sur les week-ends et les fins de journée. Et en revanche, ça ne colle pas forcément avec les professionnels, entre guillemets, et ça pose quelques soucis du coup, puisque on privilégiera toujours le professionnel qui a un salaire, plutôt que le jeune qui vient bénévolement sur son temps sans être rémunéré pour cela. Et après, on reprochera aux jeunes de ne pas vouloir s'investir et de ne pas vouloir venir. Voilà. Ça fait partie des quelques incohérences qui existent. Il y a des institutions qui essayent de faire en sorte de faire autrement. Je citerai la NACEJ parce que je ne suis pas très objectif, mais par exemple, les rencontres avec nos administrateurs se sont faites les week-ends parfois pour permettre justement cet échange un peu plus facilement que sur des heures de cours et d'avoir plus de jeunes et plus d'administrateurs présents. Donc ça, c'est un frein qui est quand même assez important, cette espèce du coup de quasi-élitisation de la participation, puisque c'est seulement une petite partie qui peut se permettre ce genre de participation qui va pouvoir représenter les jeunes. Et encore une fois, il est très difficile de représenter l'intégralité des jeunes, c'est même impossible. Moi, je ne représente qu'une petite partie que je connais et qui est très loin de représenter l'intégralité de la jeunesse. Il est déjà difficile de mobiliser cette petite partie de la jeunesse. Alors, imaginez la grande diversité de la jeunesse. Ça marche aussi avec les citoyens de manière générale. Mais voilà, il y a du travail à faire là-dessus, sur soit la facilitation de l'engagement de la jeunesse, soit une adaptation de la prise en compte et de la prise en compte de la jeunesse par les instances. Parmi les autres choses que j'ai pu observer et qui m'ont un peu chagriné, on va dire, il y a quelque chose d'assez inquiétant qui existe depuis très longtemps et qui malheureusement se perpétue, qui est pour moi l'instrumentalisation de la jeunesse. Faire venir des jeunes pour les faire poser sur une photo à un événement pour dire qu'il y a des jeunes, ce n'est pas faire de la participation jeunesse. Ce n'est pas dire « on a demandé l'avis des jeunes ». Non, non. Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. De la même manière, faire venir des jeunes, leur faire rédiger un document pour qu'il soit remis à une forme d'élite, à une forme de représentants, etc., et réécrire derrière eux, ce n'est pas non plus faire participer des jeunes. Quand on veut prendre en compte la parole des jeunes, il faut la prendre de manière entière et complète. Moi, j'avais eu le problème au niveau européen. J'avais participé au dialogue structuré européen qui permet de faire remonter de la part de jeunes de toute l'Europe des préconisations, si on veut, aux ministres, notamment alors c'était les ministres de l'Éducation nationale, c'était sur un sujet d'éducation nationale, européen, pour qu'ils en discutent et qu'ils prennent de grandes orientations politiques européennes. Le document nous avait été renvoyé quelques semaines plus tard, intégralement réécrit et ne comportait quasiment rien de ce que nous avions proposé. Voilà, encore une fois, c'est de l'instrumentalisation de la jeunesse et ce n'est pas possible. Voilà. Pour moi, il y a du coup 2-3 choses qu'il est impératif de mettre en place quand on veut prendre en compte la parole des jeunes, quand on veut les faire participer, quand on veut qu'ils soient inclus dans un projet, dans une communauté. C'est notamment être totalement franc avec eux sur ce qui va se passer, sur l'impact que peut avoir ce à quoi ils participent. Il y a beaucoup d'événements qui promettent aux jeunes monts et merveilles en leur expliquant que ce à quoi ils participent, ça va révolutionner le monde et la manière dont les jeunes participent à la société. Bien souvent, ce n'est pas le cas, et bien souvent, c'est décevant et frustrant pour les jeunes que de participer à quelque chose et de ne rien voir se passer derrière. J'ai eu la chance d'animer des groupes de jeunes pour des associations, et l'absence de cette récompense, si on peut dire entre guillemets, qui est l'aboutissement. Alors quand c'est un projet, c'est plus simple parce qu'on voit le projet aboutir, mais quand c'est de la politique jeunesse, c'est très compliqué de voir les mutations qui peuvent suivre à ce genre d'événement.
Et du coup, il faut être très honnête avec les jeunes et leur dire d'emblée qu'on va proposer des choses, ce n'est pas sûr qu'ils les prennent en compte. Ça, il faut en avoir conscience. En revanche, peut-être que ça va changer quelque chose et ce sera à nous d'être vigilants. Et alors là, c'est inculquer aussi une forme d'apprentissage au suivi, au fait qu'il faut derrière s'accrocher, rappeler et voir si les choses ont changé. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'événements où il manque de suivi derrière et du coup, il n'y a pas forcément de retour sur les jeunes. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, hein. Il y a des institutions, il y a des associations qui font très bien le travail, mais c'est encore trop rare. Il y a encore trop d'événements où ce sont des one-shots et les jeunes derrière, soit on ne leur fait pas suivre ce qui se passe, soit il n'y a pas du tout de suivi et c'est encore une fois déconnecté. Ça ne pousse pas les jeunes à s'impliquer davantage et de manière continue dans les mécanismes de participation jeunesse. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des éléments qui me semblaient essentiels, les choses vraiment sur lesquelles je voulais centrer mon intervention. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Y a-t-il des questions, des réactions? Je vais en poser une. Oui, bien sûr. Puisque tu as parlé des compétences, et je suis persuadé aussi que les jeunes acquièrent beaucoup de compétences en participant, en s'engageant déjà, et alors en participant sur des structures telles que les conseils de jeunes également. Comment valoriser, donc tu as parlé de diplômes qui n'existent pas, mais comment est-ce que tu as réfléchi ou d'autres sur une manière de valoriser ces compétences pour un jeune qui, par exemple, a suivi avec assiduité les travaux d'un conseil des jeunes pendant un certain nombre de temps, etc. Comment ensuite il va pouvoir, alors intellectuellement, il va apprendre des choses, mais est-ce que comment ça peut se présenter, je ne sais pas si on peut parler de VAE ou autre, pour valoriser les compétences qu'il aura acquises. Merci. Alors, quand on a fait les auditions, on s'est rendu compte justement qu'il existait un certain nombre d'outils. En fait, il y a un certain nombre de structures qui ont créé des outils, notamment qu'ils appellent des grilles d'identification des compétences, qui permettent justement, qui aident les jeunes à identifier les compétences qu'il a pu développer. Donc, si je prends par exemple un jeune de conseil, par exemple, ce sera notamment très souvent des capacités oratoires. En fonction du fonctionnement du conseil, il peut y avoir des capacités sur le montage d'un budget, sur le lancement d'une campagne de publicité, de promotion, ce genre de choses. Et nous, dans notre utopie, qui était de faire un seul référentiel pour identifier toutes ces compétences avec une mise en valeur, donc du coup sous la forme d'un diplôme. Voilà. Il y a des outils qui ont été créés, qui ressemblent à des diplômes, notamment de validation des compétences. Nous, notre problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément reconnus par les acteurs privés ou les acteurs publics qui sont à la suite les employeurs. Aujourd'hui, à mon sens, le seul moyen de les mettre en valeur, ces compétences, c'est dans la rédaction de son CV, de détailler les compétences qu'on a pu acquérir. Moi, par exemple, grâce à mon engagement, j'ai notamment pu acquérir une certaine aisance oratoire. J'arrive à m'exprimer devant un public, ce qui n'aurait jamais été le cas auparavant. Je devenais rouge comme une tomate au bord de l'évanouissement, ça n'allait pas du tout. Maintenant, ça va mieux. C'est notamment grâce à mon engagement. Du coup, j'ai notamment mis sur mon CV capacité à faire des présentations et diriger une équipe, parce que j'ai notamment pu diriger des groupes de travail, etc. etc. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a que ça, ou alors les outils existent, parce qu'encore une fois, il y a des structures qui ont mis en place des outils, mais il n'y a pas ce diplôme dont moi je rêve, qui serait européen, voire mondial, de reconnaissance des compétences de l'engagement. Parce que ça peut être aussi une carotte, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, on passe du temps, on passe des week-ends, etc. Mais on sait qu'à la fin, on aura ça et ça va nous aider pour trouver un boulot, voilà. Mais comment le mettre en pratique, quoi. Et justement, à ce propos, nous, dans nos échanges au sein du COJ, on a eu une forme de clivage entre certaines personnes qui estimaient que l'engagement devait être absolument désintéressé et totalement bénévole et qu'y mettre une carotte, c'était un scandale parce qu'il ne fallait pas que ça fonctionne dans ce sens-là. Et d'autres,
dont je pense faire partie un peu plus modérée, qui estime que certes, l'engagement peut être désintéressé, mais il faut aussi avoir conscience que l'engagement, c'est notamment, alors moi je prends l'exemple des études supérieures, mais le moyen d'entrer dans des formations sélectives, par exemple, parce que c'est pris en compte. C'est aussi le moyen, ça aide à trouver de l'emploi plus tard, ça aide à développer des compétences pour tout cela derrière. Et il faut aussi en avoir conscience et que ce serait assez hypocrite que de le nier, même si en effet, il y a une part d'engagement, c'est du désintéressement. Mais voilà, mais je suis bien d'accord. Merci. Madeleine Lureau souhaite prendre la parole. Oui, merci pour compléter du coup ce que vous venez de dire, Théo. Alors, on essaie un peu au conseil départemental déjà dans un premier temps d'accompagner aussi les jeunes qui sont en fin de mandat, donc collégiens au niveau du conseil départemental des jeunes notamment, qui prennent conscience aussi de ce qu'ils ont pu développer comme compétences pendant ces 2 ans. On se dit que c'est déjà une première marche. On va commencer aussi à faire des attestations, notamment voilà, avec Parcoursup quand même, qui permet de pouvoir valoriser. Alors bon, on ne sait pas quelle vision les écoles ont ce niveau de... Enfin voilà, est-ce que du coup ces attestations elles sont visibles ou pas, est-ce qu'elles sont regardées ou pas, mais en tout cas, dans les lycées, ils accompagnent les élèves pour qu'ils puissent faire reconnaître des engagements, des activités extrascolaires. Donc, nous, on va faire une attestation. Et ce sur quoi on est en train de réfléchir, et donc on va le réfléchir avec le collectif d'ambassadeurs PAC Jeunes, donc les jeunes de 16-25 ans qu'on va associer à partir de janvier, sur donc un passeport expérientiel. Alors, nous, on a la chance au département qu'il y ait une association qui ait développé un outil. C'est une asso qui accompagne des volontaires européens, donc, qui a été développé par une start-up du 64, qui est plutôt un outil qui demande à être accompagné pour du coup permettre aux jeunes en tout cas de prendre conscience de toutes ces compétences qu'il a pu développer. Donc, on ne va pas regarder la compétence technique, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais de toutes ces compétences qu'on lit sur des fiches de poste, mais plutôt ces savoir-être en fait qu'on a pu développer dans des expériences diverses. Voilà, donc comment je tiens la pression, est-ce que j'ai eu l'occasion de développer des projets en collectif, bon voilà, plein d'items comme ça. Et on aimerait, bon, il faut qu'on le travaille avec les jeunes, mais on se pose la question de pouvoir promouvoir cet outil-là à l'échelle du département au moins, pour que ça puisse être un outil pour les jeunes, donc un outil d'accompagnement pour les structures qui accompagnent les jeunes, mais on aimerait développer une version un peu plus light avec peut-être un tuto pour que les jeunes qui ne sont pas accompagnés par une structure puissent en fait s'approprier cet outil. Mais effectivement, Théo, nous, c'est le même constat qu'on a pour l'instant, c'est que pour l'instant, dans les entreprises, voilà, le CV classique, c'est celui qui est reconnu, n'empêche que leurs attentes, c'est plutôt aujourd'hui une attente de recruter des personnes qui vont avoir ces compétences-là, ces savoir-être, au-delà d'un diplôme. Voilà. Donc, il y a une attente aujourd'hui des entreprises qui va de pair avec ce qu'on dit, mais en même temps, voilà, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore prêtes à recevoir ce type de passeport un peu atypique où on mettrait davantage en avant des compétences telles qu'on les a nommées, qu'on a pu développer au travers d'expériences. Mais effectivement, il y a la prise de conscience pour le mettre sur le CV classique. Et donc, ce passeport expérientiel, tout comme la prise de conscience auprès des jeunes qui seront engagés auprès de nous, c'est ces 2 étapes qui peuvent permettre du coup aux jeunes de pouvoir le mettre en évidence sur le CV classique qui est attendu. Et puis même si je puis compléter, nous on s'est rendu compte au cours des auditions que en fonction de l'engagement mis en avant, alors que ce soit la structure, la forme et les compétences qui y sont liées, c'était plus ou moins bien reçu par les acteurs privés, à savoir que certains estimaient qu'un engagement politique, alors qu'il véhicule des compétences, n'avait rien à faire sur un CV, par exemple, parce que politique au sens partisan, hein, j'entends, parce que tout de suite, oulala, mais vous vous rendez compte, si nous, ça ne nous va pas comme orientation politique, etc. Certains estimaient que
avoir par exemple des représentants des jeunes qui avaient été par exemple chez Amnesty International ou dans des syndicats. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner à embaucher quelqu'un qui a été chez des syndicalistes, c'est la porte aux soucis, etc. Et à l'inverse, des engagements autres étaient un peu plus valorisés que d'autres parce qu'ils considérés comme plus respectueux, alors qu'en réalité, les compétences développées à travers tous ces différents engagements sont plus ou moins les mêmes, hein, sont tout aussi performantes, si on peut utiliser ce terme. Et on avait même poussé jusqu'à dire que pour nous, les jeunes qui avaient par exemple des familles à charge, parents, grands-parents ou petits frères, petites sœurs, étaient des jeunes qui développaient des compétences et que c'était une forme d'engagement que l'engagement familial. Bon, voilà, chacun l'accepte ou pas, mais on considérait que voilà, ça aussi, ça pouvait être valorisé. Et alors là, pour le faire valoriser, entendre sur un milieu privé, c'est quasiment impossible. Au contraire, c'est même plutôt oh là là, mais ça veut dire qu'il a de la famille à charge. Ouloulou, ça sent les ennuis. Voilà, je caricature un peu le privé, puisque j'y travaille également, donc j'entends régulièrement ce genre de commentaires, malheureusement. Oui, Maurice. Oui, je voudrais juste réagir sur 2 points. Le premier, c'est de parler de l'engagement. Je suis toujours un peu gêné quand on ne parle pas du sujet de l'engagement. C'est-à-dire que tout engagement n'est pas bon à prendre, hein. Il y a des engagements qui sont morbides. Il y a plein de jeunes qui sont engagés pour lutter en Syrie, pour trouver, vous voyez. Le sujet de l'engagement par rapport à la jeunesse, en tout cas, il y a certains sujets qui intéressent les jeunes et peut-être que c'est aussi une manière de revoir cette question de comment est-ce que les jeunes peuvent s'engager plus. Je pense notamment, si l'on regarde au niveau du service civique, en fait, le nombre de types de missions où il y a plus de demandes que d'offres. Par quoi les jeunes sont intéressés dans des missions de service civique? La première, c'est l'environnement. La deuxième, c'est tout ce qui est autour des relations hommes-femmes. Et la troisième, sur la discrimination. Donc là, il y a des sortes de paquets de sujets qui intéressent grandement les jeunes et qui ne sont pas forcément proposés dans ce cadre-là. Vous voyez, on est effectivement dans un cadre un peu formel quand on est sur du département, de la région, etc. Alors, moi, je pense que ça pourrait être valorisant pour la jeunesse, mais c'est en fait très politique tout de suite, en fait. Mais de proposer des actions sur des sujets qui intéressent des jeunes, et je pense que les jeunes s'engageront, comme ça a été dit au démarrage, en fait, sur les nouvelles formes d'engagement qui sont peut-être moins pérennes, moins institutionnelles, mais du coup, les institutions peuvent aussi réfléchir de cette manière-là, peut-être, c'est-à-dire de voir quelles sont les propositions thématiques. Et on voit d'ailleurs sur cette question, après diplôme, pas diplôme, à la fin, le diplôme de l'engagé, c'est un peu caricatural de la manière dont j'en parle, d'autant plus que je suis vraiment très sensible à ce que Théo racontait sur la non-reconnaissance en fait, des universités de leur engagement. Donc il y a vraiment quelque chose où il faut agir. En même temps, on voit bien que c'est sur le thème. Donc, t'es pompier, c'est oui, t'es à l'armée, c'est oui, par contre, t'es à la NACEJ, en truc national, on ne sait pas trop ce que c'est non. Là, il y a forcément quelque chose peut-être à travailler. Mais l'engagement, il est quand même sur une thématique, en fait, et je crois que c'est ça qu'il faut toujours mettre en parallèle lorsqu'on parle d'engagement, de quel type d'engagement, même si quand on en parle, on est tous un peu d'accord en disant que c'est un engagement citoyen, quelque chose de... Mais je pense qu'il faudrait qu'on développe ces notions d'engagement en lien avec des sujets plus précis. L'autre élément que je voulais juste ajouter, c'est que dans la vie des jeunes, il y a bien sûr la scolarité, on en a parlé beaucoup, il y a la famille, on en a parlé aussi un peu, mais je pense qu'il y a aussi tout le monde associatif qui du coup n'est pas présent là sur le plateau, j'allais dire, ou très peu, et que on retrouve dans le monde associatif les mêmes soucis
qu'on peut retrouver à un niveau politique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes dans les partis politiques, les syndicats, mais aussi les associations. Et là aussi, il ne s'agit pas de dire aux jeunes, il faut absolument que vous veniez prendre notre relève dans ce qu'on fait, mais peut-être aussi s'ouvrir sur plus les actions qui intéressent les jeunes, en fait, pour pouvoir les accueillir vraiment, pour qu'ils s'engagent réellement, en fait, dans les associations. Voilà, je voulais juste rajouter un peu ça et faire le lien entre… C'est vraiment une question que je me pose aussi parce que comme je travaille toujours avec les animateurs jeunes, il y a souvent de la confusion entre engagement et participation. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il faut développer des formes de participation nouvelles. D'ailleurs, un Césaire qui va sur le tirage au sort, etc., je découvre, je trouve que c'est intéressant de tester de nouvelles choses aussi. Et il faut peut-être développer des formes de participation collective pour ne pas rester sur uniquement l'engagement individuel du jeune qui s'amoindrit. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, réactions? Oui, moi je veux bien d'aller dans le sens de Maurice, où effectivement il faut qu'on soit vigilant dans les opportunités qu'on peut créer de participation, que ce soit adapté. Théo, vous l'aviez dit, hein, sur la question des créneaux, à quel moment on les invite. C'est une vigilance. Voilà, vous donniez l'exemple des assos, où effectivement, entre la demande de bénévolat, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un boulot des assos aujourd'hui, de transformer leur demande un peu, voilà, il nous faut des bénévoles, plutôt à le transformer en une demande d'une mission, en fait, de le nommer sur une mission, et ça correspond davantage. Donc, vous avez parlé des sujets sur lesquels les jeunes s'engagent davantage, mais il y a aussi des modalités. Et cet engagement qui peut être, du coup, dans un premier temps, bref et utile, voilà, peut enclencher autre chose. Nous, on bosse beaucoup avec l'Université de Pau, qui a un master en sociologie, avec le directeur, en fait, de ce master, qui est très branché engagement. Jocelyn Lachance. Voilà, et donc ça, c'est des constats qu'on a pu voir. Donc, vous avez cité cette question de reconnaissance de certaines formes d'engagement plus que d'autres. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un problème et ça limite pas mal d'avancées. Voilà, tout comme les modalités d'engagement. Donc, vous avez nommé des sujets, mais les modalités aussi d'engagement. Donc ça, il faut qu'on soit vigilant aussi à ça. Et si je peux juste ajouter quelque chose sur les associations, parce que c'est aussi un milieu que je connais pas mal, vu que j'ai été dans de nombreuses associations. Pour moi, outre la problématique de la demande et de l'offre dans les associations, il y a aussi un véritable problème dans un certain nombre d'associations qui est celle que les associations, alors certes, ne proposent pas forcément des sujets qui actuellement pourraient intéresser les jeunes, quoique, moi j'en vois quand même un certain nombre qui s'y mettent parce qu'elles ont compris que ça attirait des jeunes. Mais pour moi, le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'associations encore aujourd'hui qui sont tenues au niveau administratif et organisationnel par une tranche de la population, qui est une tranche qui a un peu plus de temps que d'autres, qui est des personnes d'un certain âge qui sont à la retraite, qui ne laissent pas forcément la place aux jeunes au sein des instances décisionnaires, et derrière, ça pose problème. Alors moi, j'ai été dans plusieurs associations où il n'y avait que des retraités dans les conseils d'administration et les équipes des bureaux, et c'est très compliqué de vouloir faire changer des modalités de pratique de l'association, d'apporter des nouveaux sujets, parce que des fois, il y a une petite confrontation qui existe. Alors, je ne fais pas une généralité, parce que ce n'est pas le cas partout, mais malheureusement, je l'ai vu dans un certain nombre d'associations, et c'est vrai que c'est aussi un frein supplémentaire qui s'ajoute sur la question des associations. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qui avait été dit en plus auparavant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou… Je n'en vois pas. Marie-Pierre, j'ai vu que tu avais activé ton
ton micro. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Non, non, pas particulièrement. J'essaye de repasser en mode galerie. Je n'y arrive pas. Pour parler. Ouais. Mais parce que je n'arrive pas à voir du coup si quelqu'un souhaite prendre la parole. Non, je ne vois pas, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques ou réactions, peut-être on peut conclure. Moi, je fais repasser. Non, je n'ai pas de... En tous les cas, vous l'avez compris, nous, c'est quelque chose qui anime notre réseau. Et quand on vous entend les uns et les autres, intervenants et participants, on entend bien que c'est un sujet quand même qu'il faut approfondir et qu'il ne s'agit pas juste de dire il n'y a pas de recette, mais comme à chaque fois, il n'y a pas de recette miracle ou il n'y a pas un dispositif qui va régler toutes les choses, mais toutes les questions et qui va faciliter l'engagement des jeunes ni le vote. C'est vraiment une réflexion commune. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on se questionne beaucoup, mais qu'on est au début en fait, de la réflexion. Et même dans les réponses qu'on peut proposer, eh bien, il faut en plus creuser parce que parfois, eh bien, ce que nous proposons, ça peut être aussi une fausse bonne idée. Et sur ces questions-là, c'est vrai que nous, ce qu'on demande, c'est davantage d'expérimentation et d'évaluation de ces expérimentations-là, puisque, comme le disait Maurice, effectivement, l'engagement, il faut se poser la question de quel engagement. Et puis aussi, avec le comité jeune, nous avons rencontré quelqu'un de l'éducation nationale qui nous a marqué que, par exemple, pour Parcoursup, il est clair qu'on demande, il est possible pour les jeunes d'ajouter leur engagement, mais l'on sait aussi que c'est très peu regardé pour toutes ces raisons-là, parce que finalement, on se pose plein de questions, plutôt de se dire, on se pose plein de questions et peut-être que plutôt que de s'en poser autant, il faudrait expérimenter et tout de suite évaluer et réfléchir vraiment à ce qu'on met en place. Voilà, c'est vraiment d'ailleurs ce qu'on demande dans notre plaidoyer, c'est vraiment de réfléchir un peu en expérimentant et en développement des études d'impact pour voir si c'est le bon choix avec les jeunes aussi qui sont tout à fait en capacité de se rendre compte si, par exemple, un statut n'est pas adapté, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'on a du mal à passer à l'acte pour plein de raisons et peut-être qui sont aussi bonnes, mais en revanche, à force, peut-être que, comme le disait notre première intervenante, aujourd'hui, certains se détournent et nous, ce qu'on craint à la NACEJ, c'est qu'on se détourne du vote et puis la prochaine étape, ce sera peut-être se détourner des lieux d'engagement, des lieux de participation et de l'engagement associatif parce que, on n'a pas assez bougé, fait évoluer les choses. Donc là, il y a quand même un point de vigilance à avoir, c'est qu'à force d'échanger et de se poser des questions, peut-être que, et puis de laisser, on a bien identifié les freins, mais de les laisser tels quels, moi, ce que je crains, je ne sais pas ce qu'en pense notre première intervenante aussi, où ils ont beaucoup réfléchi au vote. C'est vrai que moi, ce que je crains, c'est que l'engagement, il y a une envie de sens et de dialogue et d'engagement de la part des jeunes, mais que finalement, ils s'en détournent aussi. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils trouvent leur propre voie, mais il n'empêche qu'ils se détournent complètement des assos traditionnels également et peut-être des espaces de participation qu'on leur offre parce que pas du tout adaptés à leur vie et à leurs envies et aux réponses qu'ils attendent. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Ouais, et moi je peux que abonder dans votre sens. Le risque, il est vraiment réel et il est même, il est même là. À titre très personnel, je fais partie du syndicat des jeunes agriculteurs et en fait on se rend compte que
vivier de jeunes, il s'épuise. On perd des jeunes engagés pour diverses raisons, mais en tout cas, il commence déjà à y avoir de l'érosion dans nos rangs, et je me dis que si c'est vrai pour chez moi, c'est vrai pour les autres, et même dans des structures qui sont beaucoup moins syndicales, mais où l'engagement il est bénévole pour plein d'autres choses en fait. Et j'ai peur que ça se perde, et que là aussi, ce soit générationnel, quoi. Le jeune qui... Enfin, ça s'improvise pas. J'ai envie de dire que l'engagement, il s'improvise pas. Et à mon avis, on se réveille pas à 50 ans en se disant demain, je vais m'engager, j'ai jamais été jusqu'à présent, et à partir d'aujourd'hui, je vais l'être. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intérieur et qui se cultive. Tout à fait. Il doit y avoir des similitudes entre ce qu'on appelle effectivement, enfin, entre l'acte de voter, où l'on sait que si on ne va pas voter une première fois, on n'y retourne jamais. Enfin, il y a de gros risques. Et pareil, si on ne s'engage pas du tout, il semblerait que c'est un peu pareil. Ouais, ça c'est clairement prouvé. Si on ne va pas voter dès les premières fois où on a l'occasion de le pouvoir, on n'y retourne pas, enfin on n'y va pas par la suite en fait. Et c'est pour ça que dans nos propositions, l'idée de voter de plus en plus tôt en fait pouvait accélérer, mettre en place une véritable dynamique de déplacement vers l'urne, ou en tout cas mais de vote en tout cas. Donc Marion, est-ce que tu vois juste sur cet aspect, je vote à 16 ans, je suis pas convaincu, mais on n'a peut-être pas le temps de faire le débat, que les jeunes qui ne vont pas voter à 18 ans iraient plus à 16 ans. Par contre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser sur le mode électoral, c'est-à-dire que le fait en 2022, alors que on sait comment fonctionnent les jeunes, évidemment de manière très axée sur les outils numériques, d'aller encore dans des bureaux de vote où on va passer 1 heure pour faire la queue et mettre un bulletin. Voilà, je pense qu'il faut qu'on évolue là-dessus, et ça peut faire, je suis persuadé que ça peut faire évoluer favorablement le vote des jeunes. Mais ça, je ne sais pas, ça nous dépasse. Ça c'est certain. Enfin, moi, j'en suis convaincue, et ça fait partie de nos propositions, et les pistes qu'on propose pour aller plus loin, justement, ça en fait partie, mais ça favorisera le déplacement des jeunes, mais pas que. En fait, il y a aussi des personnes âgées qui sont plus ou moins dépendantes, qui n'ont aucune possibilité de se déplacer à l'urne le jour J, et ça rend, ça fait que augmenter le taux d'abstention. Quand l'abstention elle est subie, il faut mettre, je pense, tous les moyens en œuvre pour pouvoir y remédier. Quand elle est choisie, c'est souvent un choix politique et personnel, mais quand elle est subie, là, ça devient plus gênant, et ça s'interroge sur cette égalité au droit d'accès au vote, quoi. Mais je suis d'accord que le vote à 16 ans, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, ne résoudra pas tous les problèmes. Il faut que ce soit véritablement accompagné par plein d'autres choses, et notamment par une formation très dure et réelle à ces sujets-là. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des exemples étrangers. Bon, je sais que, par exemple, en Belgique, le vote est obligatoire, si je ne me trompe pas. Je ne dis pas que c'est la solution pour faire... Enfin, forcément, mais il y a forcément des effets pervers. Mais enfin, de voir ce qui se passe ailleurs pour arriver à avoir sortir un peu de nos frontières, pour voir les pays où on arrive finalement à maintenir un engagement politique des jeunes plus fort que chez nous. Ça existe. Je ne sais pas si vous faites ça à la NACEJ, forcément, vous faites Oui, tout à fait. Nous travaillons sur le vote on a un observatoire du vote depuis 2011. On fait des sondages avec l'IFOP à chaque élection. Et là, j'ai bien noté d'ailleurs la demande de Manon, et je me suis dit qu'il fallait qu'on relance la réflexion l'année prochaine, qu'on n'attende pas la fin de l'année, c'est-à-dire juste se réveiller
au moment des élections et qu'on peut commencer à réfléchir à toutes ces questions-là dès début 2023. Et oui, on se pose beaucoup la question et on avait partagé, on sait que effectivement là, c'est la question de la vanité du vote et de penser qui prime, c'est-à-dire se dire que ça ne sert à rien. Et ce que je disais, ça rejoint, pour nous, ça rejoint complètement les idées d'engagement. C'est cette impression, ces réflexions sur l'engagement, c'est-à-dire cette impression de la part des plus jeunes, mais qui sont le reflet de toute la société. Hein. Ce n'est pas les plus jeunes qui a montré du doigt, hein. C'est bien un problème de société en général. Effectivement, ce sentiment que s'investir collectivement, s'engager, quelle que soit la façon, et en particulier le vote en premier, ne sert à rien, que finalement une lassitude, une impression que ça ne sert à rien, avec des tentations, là on le voit aujourd'hui, d'engagement plus coup de poing. Mais quand on fait des sondages, on voit que pas du tout, c'est pas du tout généralisé, c'est plutôt un repli sur soi qui est choisi, c'est-à-dire se concentrer sur sa vie à soi, son confort à soi, comme si on pouvait se trouver une petite bulle comme ça, à savoir si quand on avance individuellement, ça a des effets sur le collectif. On pourra en parler des heures, mais c'est vrai qu'on sent cette idée de cette vanité, on appelle ça la vanité du vote, et il y a un peu la vanité du combat politique, hein, se dire que voilà, il y a plus fort que nous, de toute façon, ça ne nous concerne pas, c'est tenu par des grosses entreprises, des multinationales, la finance, et que finalement, on est une goutte d'eau et que tous vendus et que ça ne sert à rien. Et on sent bien que ça avance et que ça, depuis le début, on s'est posé la question sur ces questions-là, ça ne fait qu'empirer. Hein. C'est pas avec encore, et c'est pour ça que nous, on est toujours là pour le rappeler, avec encore une envie de dialogue. Et on a envie nous, dans le plaidoyer, là où on le diffuse au maximum, c'est là-dessus qu'on insiste, c'est-à-dire que les jeunes ne font que nous demander de davantage les écouter et ont envie encore d'échanger avec les décideurs, les élus. Et là, il est question quand même de saisir cette demande avant qu'ils ne se détournent, quoi, parce que là, ça monte. Nous, on l'a vu au Congrès il y a 3 semaines maintenant, je crois. Non, presque un mois. Et oui, 3 semaines, eh bien, on sentait vraiment que les jeunes ont vraiment une envie, ils commencent à gronder. Ils trouvent réellement qu'on ne les écoute pas assez, que leur parole est toujours mise de côté. Et même les bonnes volontés, ils ne les entendent plus forcément. Parce que, voilà, ils sont insatisfaits. Et c'est vrai qu'on leur renvoie beaucoup, toujours, ou qu'on sait mieux qu'eux, ou qu'ils n'ont pas tout à fait compris, ou voilà, il y a quand même un changement. Et là, je pense que dans nos constats partagés, il y a quand même quelque chose là derrière. Et puis, ça vient aussi des parents qui ne sont pas très satisfaits. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Ce n'est pas une question juste générationnelle. Mais c'est vrai que dans le travail qu'on fait sur le vote, on le voit depuis le début, depuis 2011, et puis ça ne s'arrange pas. Hein, c'est pas du tout. En plus, je dirais qu'il y a quelque chose qui est un peu plus important, qui est aussi à noter, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est qu'aussi il y a des jeunesses, et que là, il y en a certaines qui sont encore plus. Là on parle de personnes qui ont encore envie, mais peut-être qu'aujourd'hui déjà, il y en a qui sont déjà très, très, très loin de tout engagement collectif visible, en tout cas, au-delà de travailler sur le local sans monter une asso, sans engager dans une asso. Il y a des jeunes quand même qui sont très, très éloignés de tout ça aujourd'hui, quoi. Mais ça ne les empêche pas d'être en colère non plus. Donc voilà, il y a vraiment un point de vigilance à avoir aujourd'hui. Moi, je ne vois pas le... Je pense qu'on peut conclure, sauf s'il y a d'autres remarques. Théo Abadi a dû nous quitter parce qu'il reprenait, il donne des cours, donc je pense qu'il
il avait un cours qui approchait. Les deux autres intervenantes, si elles souhaitent… Oui, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, peut-être. Alors, le temps que je réactive le micro, oui, effectivement, on voit que c'est important de laisser la parole aux jeunes et puis de leur faire confiance. On a dit que, je crois que c'est Théo qui le disait, les jeunes, ils ne sont pas seulement là pour être sur la photo, hein, ils sont là aussi pour qu'on les écoute. Quand ils font des propositions, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi qu'on puisse les prendre en considération derrière. Donc c'est ça aussi, je pense que l'engagement, c'est bien de s'engager, mais si derrière on voit qu'il n'y a rien et il n'y a pas de… Je pense qu'il y a aussi une certaine frustration derrière. Donc leur faire confiance, leur laisser des espaces et puis aussi faire avec eux, quoi. Ouais, un peu dans la même veine. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation et à mon avis, capitaliser sur la jeunesse, sur les jeunes, c'est capitaliser sur l'avenir. Hein. Il faut quand même pas l'oublier, garder dans un coin de la tête que demain, ça se construit aujourd'hui et que les acteurs de demain, ils ont, ce sont les jeunes. Alors, leur faire confiance, les faire participer, les écouter, ne pas les considérer comme une minorité qu'on mettrait en avant pour se donner bonne conscience et se racheter une certaine virginité. Non, je pense qu'il y a plein de choses à faire et il faut… Ouais, si je devais résumer en un mot, c'est faire confiance aux jeunes et sur tous les plans. C'est une chouette conclusion. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Marion? Oui, c'est aussi ce qu'il nous demande et ce que Théo réclamait. Donc, un grand merci à toutes les deux, Manon et Marie-Christine, de nous avoir consacré de votre temps. Merci aux participants. Certains nous ont quittés au fil de la conversation, mais on a eu des remerciements sur le chat et leur au revoir. Hein, donc, à bientôt. Je vous invite à suivre justement notre programmation sur de Cézanne à Sèche Bonjour, à revenir vers nous si vous avez des choses à nous proposer. Et puis également à nos intervenantes, on est prêt pour continuer à travailler avec vous et à réfléchir à ces questions-là. Bonne soirée. Bonne fin d'après-midi et au revoir. Merci à vous, en tout cas, Merci, c'est bonne soirée. enrichissant. De rien. Et puis, Merci. bonne fin d'après-midi. Merci, bonne soirée, Au au revoir. revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci tout le monde, bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.